Ma mère m'a imploré de revenir. Après 10 heures d'avion, je me suis retrouvé à garder les enfants de mon frère pendant leur voyage familial. J'ai supporté leur raiserie en silence, puis j'ai prononcé une seule phrase. C'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la tête. Il y a des appels téléphoniques qui changent le cours d'une vie. Pas nécessairement parce qu'ils annoncent une catastrophe ou un miracle, mais parce qu'ils arrivent au moment précis où l'on est déjà en train de tenir par un fil très mince, presque transparent. Ce genre de fil qui ressemble à de la dignité, mais qui est surtout de l'épuisement bien déguisé. Le mien s'appelait un mardi soir de novembre, à 22h43, heure de Montréal. Ma mère avait pleuré dès la deuxième sonnerie. Pas à partir du moment où j'avais décroché. Non, elle pleurait déjà avant, comme si elle avait commencé à sangloter en composant mon numéro. Comme si les larmes faisaient partie du protocole. J'avais reconnu ce silence humide, cette respiration saccadée qui précède les grandes demandes, les demandes qu'on ne peut pas vraiment refuser parce qu'elles viennent enrobées de culpabilité maternelle, de cette culpabilité qui a la texture du miel et le poids du béton. Élodie. C'est tout ce qu'elle avait dit au début. Mon prénom, prononcé comme une prière ou comme une plainte, les deux à la fois. Et dans ce seul mot se trouvaient 18 ans de petit déjeuner préparé avant l'école, de genoux écorchés soignés avec du mercurochrome, de nuits blanches pendant mes fièvres de janvier. Dans ce seul mot se trouvaient aussi toutes les fois où j'avais dit non, toutes les fois où j'avais mis de la distance entre nous, toutes les fois où j'avais choisi l'Atlantique comme frontière naturelle. Je vivais à Montréal depuis 7 ans. 7 ans de liberté accumulée, de solitude choisie, de matins où je buvais mon café sans avoir à répondre à des questions sur mes projets de mariage. Et voilà que ma mère pleurait dans mon téléphone, et que quelque chose en moi savait déjà ce qui allait se passer. Elle avait besoin que je rentre, parce que Mathieu, mon frère, et sa femme Sandrine avaient décidé de partir en voyage, à Bali, 2 semaines, et leurs 3 enfants ne pouvaient pas venir. Elle avait acheté un billet d'avion aller-retour pour moi, avant même de m'appeler, parce qu'elle avait voulu avoir une réponse concrète à me proposer. C'était sa façon à elle de m'aimer, cette façon qui ressemble parfois à de la manipulation, mais qui est en réalité quelque chose de beaucoup plus compliqué, quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard, dans cet appartement de la banlieue sud de Lyon, un dimanche soir de décembre, quand les enfants dormaient enfin. J'avais dit oui, bien sûr que j'avais dit oui, on dit toujours oui quand c'est sa mère qui pleure. On dit oui, et ensuite on regarde les murs de son appartement en se demandant comment on en est arrivé là, comment cette personne adulte et indépendante qu'on croyait être s'est laissée aspirer si facilement dans un vortex familial qu'on avait mis des années à quitter. J'avais raccroché, j'avais regardé par la fenêtre les lumières du boulevard Saint-Laurent dans le froid de novembre, et j'avais pensé à cette phrase que m'avait dite une fois une amie psychologue: les liens familiaux ne sont pas des liens qu'on choisit, mais ce sont des liens avec lesquels on choisit quoi faire. J'avais passé 7 ans à choisir la distance, et maintenant je choisissais autrement, ou peut-être que je ne choisissais pas du tout. Peut-être que je subissais simplement, et que la nuance entre choisir et subir est parfois si mince qu'elle en devient presque théorique. Le vol était pour le vendredi suivant. Air France, Montréal-Paris, correspondance à Paris pour Lyon, 10 heures en tout si les connexions se passaient si bien, ce qui, avec ma chance habituelle en matière de correspondances aériennes, était une hypothèse généreuse. J'avais prévenu mes collègues, réorganisé mes dossiers, arrosé mes plantes en leur demandant pardon pour l'abandon imminent, mis mon chat chez la voisine du dessus qui l'avait accepté avec cet enthousiasme légèrement excessif qui me confirmait qu'elle était aussi seule que moi, mais beaucoup plus à l'aise avec cette solitude. Et le vendredi, à 7 heures du matin, j'avais pris un taxi pour l'aéroport Trudeau avec un sac de voyage trop lourd et une ambivalence parfaitement mûrie. L'avion sentait le plastique réchauffé et ce parfum propre et impersonnel qui appartient exclusivement aux cabines d'aviation mondiale. Cette odeur qui ne vient de nulle part et ne va nulle part, comme si l'air lui-même était en transit. J'avais lu pendant les 3 premières heures, regardé 2 films que j'avais à moitié oubliés pendant qu'on les passait, dormi par intermittence, avec ce genre de sommeil léger et insatisfaisant qui n'est pas vraiment du repos, mais juste une façon de faire passer le temps dans une position inconfortable. À Paris, j'avais eu 22 minutes de correspondance, ce qui avait failli me tuer d'un infarctus logistique,
Mais j'avais couru avec mon sac, dépassé des familles entières avec des poussettes doubles, négocié en français approximatif avec un agent qui avait la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2019. Et j'avais réussi à monter dans le deuxième avion 30 secondes avant la fermeture des portes. À Lyon, ma mère m'attendait dans le hall des arrivées avec un visage qui exprimait simultanément le soulagement, la culpabilité et cette tendresse maladroite qu'elle a toujours eue et qu'elle ne sait pas vraiment comment montrer sans qu'elle devienne pesante. Elle m'avait serré fort, trop fort, et pendant les quelques secondes de cette accolade maternelle qui sentait le parfum Chanel qu'elle porte depuis que j'ai 5 ans, j'avais senti quelque chose se déposer en moi, quelque chose de difficile à nommer, un mélange de fatigue et d'amour et d'exaspération et de paix, tout ensemble, sans hiérarchie. Dans la voiture, elle m'avait expliqué le programme. Mathieu et Sandrine partaient le lendemain matin. Les enfants dormaient chez mes parents cette nuit-là. Moi, j'étais censé rester dans leur maison à Francheville pendant les 2 semaines de leur absence. Je gérerais l'école, les repas, les devoirs, les activités du week-end. Ma mère passerait tous les jours pour aider, m'avait-elle promis. Mon père aussi, quand son dos le permettrait. J'avais hoché la tête en regardant défiler les panneaux de l'autoroute dans l'obscurité, les lumières orangées des péages, les zones commerciales qui ressemblent à toutes les zones commerciales du monde. Les enfants s'appelaient Gabriel, 9 ans, Lucie, 7 ans, et Théo, 4 ans et demi. Je les connaissais, bien sûr. Je les voyais lors des visites, à Noël, parfois en été. Ils m'envoyaient des dessins pour mon anniversaire. Ils savaient qui j'étais, de la manière dont les enfants savent toi des choses, avec une certitude émotionnelle et sans grand contexte. J'étais la tante Élodie, celle qui habitait au Canada, celle qui parlait avec un accent qui leur faisait rire, celle qui apportait des bonbons en forme d'érable. Ce que je n'étais pas, en revanche, c'était une babysitter. Je n'avais jamais été une babysitter. Je n'avais pas d'enfants, je ne connaissais pas leurs petites manières du quotidien. Je ne savais pas ce que Gabriel mangeait exactement au petit déjeuner, ni si Lucie avait peur du noir, ni si Théo faisait encore des caprices monumentaux quand il était fatigué. Ces choses-là, je les apprendrais, à mes dépens. La maison de Mathieu et Sandrine était une maison de lotissement ordinaire, propre et bien rangée, avec un jardin qui avait visiblement bénéficié d'un certain investissement en termes de temps et de pelouse traitée chimiquement. L'intérieur sentait la lessive au muguet et cette légère odeur de maison habitée par des enfants, ce mélange de plastique de jouets, de crayons de couleur et d'imperceptible humidité de chaussettes de sport. Il m'avait laissé un cahier, un vrai cahier, à spirale, avec des post-it de couleurs différentes pour chaque enfant. Gabriel, post-it jaune, aime les pâtes au beurre, allergie légère aux arachides, dort avec une veilleuse, mais ne faut pas le dire. Cours de judo le mercredi à 17h30. Lucie, post-it rose, végétarienne depuis 1 mois et demi, ne pas la forcer, aime les livres, pleut facilement mais se console vite, danse classique le mardi. Théo, post-it bleu, encore en train de parfaire la propreté nocturne, panique si on change sa tasse, doit avoir son doudou canard avant de pouvoir entendre une histoire. En bas du cahier, une note de Sandrine à l'écriture serrée et régulière. Merci Élodie, on te doit beaucoup, profite du temps avec eux, ce sont de bons enfants. J'avais relu cette dernière phrase plusieurs fois. Ce sont de bons enfants. Comme si elle anticipait qu'ils pourraient ne pas se comporter exactement comme de bons enfants. Comme si elle m'avait glissé là une petite mise en garde emballée dans une généralité bienveillante. La première nuit s'était bien passée. Ils dormaient encore chez mes parents. Moi, dans la chambre d'amis, j'avais regardé le plafond longtemps avant de m'endormir, écoutant les bruits de la maison vide. J'avais pensé à mon appartement à Montréal, à mon chat Simone, à la lumière particulière de mes fins d'après-midi là-bas, quand le soleil descend derrière les toits du plateau et teinte tout en orange et en or. J'avais essayé de ne pas comparer ma vie là-bas avec ce que j'étais en train de vivre, parce que la comparaison est le chemin le plus court vers l'amertume, et que l'amertume était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le lendemain matin, ma mère m'avait amené les enfants à 7h30. Gabriel était entré dans la maison en regardant autour de lui avec l'air évaluateur d'un petit garçon qui teste les limites d'une situation nouvelle. Lucie avait serré son sac à dos contre elle comme un bouclier. Et Théo s'était mis à pleurer parce qu'il voulait sa maman, ce qui était parfaitement compréhensible et humain
et qui n'en était pas moins épuisant à 7h du matin pour quelqu'un qui avait voyagé la veille pendant 10 heures. J'avais géré les pleurs de Théo avec son doudou canard et une tartine de confiture. J'avais géré les silences suspicieux de Gabriel avec une question sur le judo. Et Lucie s'était installée à la table avec un livre sur les pieuvres et avait commencé à me lire des passages à voix haute sans que je le lui aie demandé, ce qui avait quelque chose de touchant dans sa singularité. Mais les choses avaient commencé à se dégrader au 3e jour. Ça avait commencé par des petites choses, des remarques de Gabriel lancées comme des tests. Au déjeuner, il avait examiné son assiette avec cette expression critique que les enfants de 9 ans réservent aux adultes qu'ils ne considèrent pas encore comme des autorités légitimes. Et il avait dit « Ma mère fait les pâtes différemment », ce qui était vrai probablement. Mais il l'avait dit avec ce petit ton qui n'est pas vraiment une observation mais une provocation déguisée en observation, cette façon qu'ont parfois les enfants de tester jusqu'où la limite est réellement posée. J'avais répondu que c'était parfait, que ma façon à moi était différente, mais que les pâtes étaient cuites et mangeables, et que c'était déjà une réussite. Et il avait mangé en faisant une tête qui signifiait clairement qu'il n'était pas convaincu, mais qu'il n'avait pas encore décidé jusqu'où aller avec ça. Lucie, ce jour-là, avait refusé de finir ses légumes en invoquant son végétarianisme d'une façon qui semblait mettre les légumes cuits dans la même catégorie morale que la viande, ce qui n'est théoriquement pas du végétarianisme, mais qui est très difficile à expliquer à une enfant de 7 ans sans déclencher une crise existentielle. Et Théo avait renversé son jus d'orange sur le carrelage propre de la cuisine et avait regardé le résultat avec une fascination sereine, comme si c'était une œuvre d'art, dont il admirait l'exécution. Ces 3 choses séparément n'étaient qu'un. Ensemble, accumulées, elles formaient quelque chose qui ressemblait à de l'usure. Je n'avais pas dormi assez. Je n'avais pas eu de moment à moi depuis 3 jours. Je n'avais pas bu un seul café chaud depuis mon arrivée, parce qu'il y avait toujours quelque chose à gérer au moment précis où je posais ma tasse. Et quelque part au fond de moi, dans cet endroit que j'essayais de tenir à l'écart de la surface, quelque chose de chaud et de peu agréable commençait à mijoter. Ma mère passait chaque jour, comme promis. Mais cela voulait dire souvent 1 heure l'après-midi, pendant laquelle elle s'asseyait dans le salon, parlait aux enfants, me donnait des conseils que je n'avais pas demandés, et repartait avec la satisfaction légèrement coupable de quelqu'un qui a fait son devoir mais pas trop longtemps, les jours passèrent dans un rythme qui aurait pu être doux, mais qui était surtout éreintant. Réveil à 6h45, avec Théo qui frappait à ma porte. Petit déjeuner avec les négociations habituelles, école à 8h20, 2 écoles différentes avec des horaires légèrement décalés. Retour l'après-midi, dîner, bain, histoire, dispute sur les heures de coucher. Ce moment interminable où on essaie de faire dormir 3 enfants d'âge différents et que chaque fois qu'on croit avoir fini avec l'un, l'autre se relève parce qu'il a soif ou parce qu'il a peur ou parce qu'il a une question philosophique sur la mort des étoiles qui ne peut vraiment pas attendre jusqu'au lendemain. Je n'avais pas dormi assez. Je n'avais pas eu de moment à moi depuis des jours. Je n'avais pas bu un seul café chaud depuis mon arrivée, parce qu'il y avait toujours quelque chose à gérer au moment précis où je posais ma tasse. C'est Gabriel qui avait commencé les raiseries, au sens propre du terme, vers le 5e jour. Pas des méchancetés franches. Il n'était pas un mauvais enfant. Sandrine avait raison là-dessus. Fondamentalement, il était même plutôt bien. Mais il avait 9 ans, et ses parents étaient à Bali, et il était géré par une tante qu'il ne connaissait pas vraiment. Et tout ça créait une pression émotionnelle qu'il exprimait comme beaucoup d'enfants de cet âge l'expriment par le biais du commentaire légèrement acéré, de la comparaison défavorable, du soupir éloquent. Au dîner, il avait dit « À Bali, papa et maman mangent sûrement des trucs bien meilleurs que ça ». Le ça désignant un gratin de courgettes que j'avais passé 40 minutes à préparer et qui était objectivement correct. J'avais avalé ma réponse et j'avais dit que c'était possible et que les gratins de courgettes avaient leur propre qualité. Il avait ri de cette façon courte et peu flatteuse que les enfants ont quand ils testent délibérément une réaction. Lucie l'avait regardé avec l'air légèrement désapprobateur d'une petite sœur qui voit où ça va, mais qui n'interviendra pas parce que regarder est plus intéressant. Théo mangeait son gratin en pensant à autre chose. Dans cet espace mental accessible exclusivement aux enfants de 4 ans et demi,
un espace où les drames des autres n'atteignent pas. Le lendemain, Gabriel avait fait remarquer que je rangeais les affaires de judo de la mauvaise façon. Le surlendemain, il avait commenté que mon accent canadien était bizarre et que ses amis à lui avaient trouvé ça drôle à l'école quand il leur avait parlé de moi. J'avais souri, j'avais continué à faire les choses, j'avais tenu. C'était un enfant de 9 ans qui ne savait pas comment gérer l'absence de ses parents. Ce n'était pas personnel. Je me le répétais avec la régularité d'un mantra. Ce n'est pas personnel, Élodie. Ce n'est pas personnel. Mais le soir du 8e jour, quelque chose s'était fissuré. C'était un vendredi soir, les enfants n'avaient pas école le lendemain, ils étaient excités de cette excitation particulière au vendredi soir d'enfance. J'avais commandé des pizzas parce que j'étais trop fatigué pour cuisiner et que parfois la capitulation est aussi une forme de sagesse pratique. On était assis dans le salon, la boîte à pizza entre nous, et Gabriel avait commencé à imiter mon accent. Ça avait commencé comme une blague. Il disait des phrases avec des intonations montantes qu'il avait décidé être canadiennes, et Lucie riait de ce rire aigu et incontrôlable des enfants, et même Théo riait sans vraiment comprendre pourquoi. C'était innocent, dans un sens. Et dans un autre sens, ça ne l'était pas tout à fait, parce que Gabriel me regardait pendant qu'il le faisait, avec cet œil latéral qui cherche la réaction, qui mesure jusqu'où il peut aller. J'avais laissé passer. Puis il avait dit, dans son imitation de mon accent, « De toute façon, t'es même pas une vraie maman, t'as même pas d'enfant », et il avait ri. Et Lucie avait ri. Et Théo avait ri. Et ensuite, il y avait eu ce silence dans lequel la phrase continuait d'exister, suspendue dans l'air comme une chose qui vient d'être posée là. Dans ce silence, je m'étais retrouvé à sentir quelque chose de chaud, remonter le long de ma gorge, quelque chose qui ressemblait à l'accumulation de toutes les nuits pas assez dormies, de tous les cafés refroidis, de tous les trajets sous la pluie de novembre, de toutes les remarques avalées en silence, de 10 heures d'avion et d'une mère qui pleurait dans le téléphone. Tout ça, concentré, dans ce moment-là. J'avais posé ma part de pizza. J'avais regardé Gabriel, et j'avais dit, très calmement, avec une voix que je n'avais pas reconnue sur le moment, mais qui était, je le réaliserai plus tard, la voix de quelqu'un qui a enfin décidé de prendre de la place. Gabriel, je vais te dire une seule chose, et j'ai besoin que tu l'écoutes vraiment, pas juste avec les oreilles, mais avec la partie de toi qui comprend ce qui est important. Les gens qu'on aime, ça se protège, pas ça se moque. Et moi je suis ici, à 8000 km de ma vie, parce que je vous aime, même si tu ne le vois pas encore. Voilà tout ce que j'avais dit. Et le silence qui avait suivi n'était pas du tout le même silence qu'avant. C'était un silence de nature différente. Gabriel m'avait regardé avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis le début. Quelque chose entre la surprise et autre chose, quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Lucie avait arrêté de manger sa pizza. Et Théo, qui ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais qui comprenait que quelque chose se passait, s'était rapproché de moi sur le canapé et avait posé sa petite main sur mon bras avec cette intuition des tout petits pour les moments émotionnels importants. Gabriel avait mis du temps avant de parler, et quand il avait parlé, c'était pour dire, avec une voix qui avait perdu toute sa carapace, « Je sais que tu es là pour nous, je suis désolé ». Et c'est là qu'ils avaient tous les trois fondu en larmes, dans un de ces moments familiaux inexplicables où l'émotion refoulée trouve enfin une sortie et s'y précipite avec tout l'enthousiasme du trop-plein longtemps contenu. Et moi aussi j'avais pleuré, bien sûr. Comment ne pas pleurer quand un enfant de 9 ans vous dit qu'il sait que vous êtes là? Nous avions fini les pizzas dans cet état de post-larmes collectif qui est un des états les plus étranges et les plus doux que je connaisse. Cet état où l'air est chargé de quelque chose qui vient d'être dit et où on se retrouve ensemble dans une légèreté nouvelle. Gabriel m'avait demandé si je voulais bien qu'il me montre ses prises de judo préférées sur YouTube. Lucie m'avait proposé de me lire un passage de son livre sur les pieuvres, un qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Et Théo s'était endormi sur mes genoux avant la fin de la 2e vidéo, avec son canard doudou serré contre lui et ce visage de sommeil profond que les tout petits ont, ce visage de confiance totale. J'avais passé un long moment à le regarder dormir, à sentir le poids de ce petit corps qui faisait confiance à mes genoux pour le porter, et j'avais pensé à quelque chose que je n'avais jamais vraiment pensé avant. La proximité à ses propres formes de beauté. Pas la distance, la proximité.
Cette chose à laquelle je m'étais soustraite depuis 7 ans, cette chose que j'avais défuie avec des raisons qui étaient toutes valables, mais qui avaient aussi une texture et une chaleur que la distance ne peut pas reproduire. Je n'avais pas changé d'avis sur ma vie, tout ça restait vrai. Mais quelque chose s'était ajouté, une nuance, la compréhension que l'appartenance n'est pas une prison si on apprend à en faire quelque chose d'autre qu'une prison. La deuxième semaine s'était passée différemment. Pas parce que les enfants étaient devenus parfaits. Gabrielle continuait à avoir ses moments, Lucie continuait à être végétarienne de façon sélective, et Théo continuait à renverser des choses avec une régularité performative. Mais quelque chose avait changé dans la texture générale, un accord tacite entre nous, signé ce vendredi soir avec des larmes et une pizza refroidie. Gabriel s'était mis à me poser des vraies questions sur Montréal. Il voulait savoir si c'était vrai qu'il neigeait autant qu'on disait. Il voulait savoir comment on disait certaines choses en québécois. Je lui avais parlé de mon travail de graphiste, de mes amis, de Simone, du plateau Mont-Royal avec ses boutiques de vinyle et ses cafés où on reste des heures, du fleuve Saint-Laurent en hiver quand il gèle et qu'il parle cette langue minérale et froide. Lucie avait demandé si les pieuvres vivaient au Canada. Je lui avais dit que oui, dans le Pacifique, et que les pieuvres géantes du Pacifique Nord pouvaient mesurer jusqu'à 9 mètres de tentacules dépliés. Ses yeux s'étaient agrandis d'une façon qui valait toutes les difficultés de cette aventure. Et Théo, après avoir regardé des photos de Simone, avait réfléchi longuement et dit « C'est bien d'avoir une maison. » C'était peut-être la chose la plus sage que j'avais entendue de toute cette aventure. Mathieu et Sandrine étaient rentrés un dimanche en fin d'après-midi. Bronzés et défaits de ce voyage, qui avait été, selon leur message WhatsApp pendant l'absence, absolument extraordinaire et ressourçant, et tout ce que 2 semaines à Bali peuvent promettre d'être. Ils étaient rentrés avec des souvenirs pour les enfants, un tapis de batik pour leur salon, et cette expression légèrement coupable des gens qui reviennent de vacances magnifiques et qui savent qu'ils ont laissé quelqu'un gérer à leur place quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû laisser. Mathieu m'avait serré dans les bras avec plus de sincérité que d'habitude. Il avait dit « Je sais ce qu'on t'a demandé, merci vraiment ». Et j'avais entendu dans ces mots quelque chose de réel, quelque chose de non calculé. Mon frère et moi n'avions jamais été très proches. Nous avions grandi dans la même maison avec une distance qui n'était pas de l'hostilité, mais juste une différence de tempérament, une différence de trajectoire. Il avait fait les choses dans l'ordre attendu. Études, mariage, maison, enfants. Moi j'avais fait les choses dans le désordre de qui je suis. Nous nous étions aimés à travers cette différence sans vraiment jamais la nommer. Et là, dans le couloir de sa maison de Francheville, avec ses 3 enfants qui se précipitaient dans ses bras en même temps que dans ceux de Sandrine, et avec moi qui regardais cette scène de retour familial depuis le bord, j'avais senti quelque chose se déposer entre mon frère et moi, quelque chose comme une compréhension nouvelle, quelque chose qu'on n'avait pas à formuler pour que ce soit là. Ce soir-là, mes parents étaient venus, on avait dîné tous ensemble, 9 personnes autour d'une table trop petite, les enfants surexcités du retour de leurs parents, mon père silencieux et heureux à sa manière, ma mère qui dirigeait les opérations de cuisine avec l'énergie de quelqu'un qui a enfin quelque chose de concret à faire. Et moi, assise entre Théo qui avait voulu s'installer à côté de moi-même maintenant que sa mère était revenue, et Gabriel qui me montrait sur son téléphone une vidéo de prise de judo qu'il voulait apprendre pour me montrer la prochaine fois que je viendrais. La prochaine fois que je viendrais, il l'avait dit comme si c'était acquis, comme si ma présence future était quelque chose d'aussi naturel que la météo. Et moi là, dans ce bruit, et cette chaleur, et cette légère odeur de sauce tomate. Brûlée à cause de Sandrine, qui avait été distraite par Lucie, qui lui expliquait les pieuvres, j'avais eu un moment de quelque chose que je n'arrivais pas à appeler autrement que de la plénitude. Pas du bonheur au sens clinique, propre et sans ambiguïté. Quelque chose de plus complexe. Un bonheur qui avait aussi du chagrin dedans, de la fatigue, de la nostalgie pour ma vie de Montréal que je n'avais pas encore retrouvée, de la gratitude pour ces 2 semaines difficiles, de l'amour pour ces gens bruyants et imparfaits qui étaient ma famille, de l'amour pour moi-même aussi. Pour cette version de moi qui avait dit oui un mardi soir et qui en était sortie changée d'une façon que je n'aurais pas su prévoir. Je suis reparti pour Montréal le mardi suivant. Ma mère m'avait accompagné à l'aéroport et cette fois-là, elle n'avait pas pleuré.
Ou du moins, pas avant d'être seul dans sa voiture. Gabriel m'avait envoyé un message le matin du départ. Bonne chance pour le voyage, tante Élodie. Et les pieuvres géantes du Pacifique Nord. Et Théo avait demandé, la veille au soir, si je pouvais promettre de revenir. J'avais dit oui. Et cette fois-là, ce n'était pas le même oui que le premier. Ce n'était pas le oui de la culpabilité ou de la pression maternelle exercée en sanglots téléphoniques. C'était un oui qui m'appartenait, fabriqué à partir de quelque chose de vrai, trouvé dans ces 2 semaines difficiles. Un oui qui avait des racines. Dans l'avion, j'avais regardé les lumières de Lyon disparaître en dessous de moi, puis les nuages, puis l'obscurité propre de la haute altitude. J'avais pensé à tout ce que je rapportais avec moi. La phrase de Gabriel dans le salon du vendredi soir. Le poids de Théo, endormi sur mes genoux. Le regard de Lucie, quand je lui avais parlé des tentacules. La main de mon père sur mon épaule le dernier soir, sans un mot. Cette compréhension nouvelle que les liens familiaux peuvent être à la fois une contrainte et une richesse, et que naviguer entre les deux est une des tâches les plus importantes de la vie adulte. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre pendant ces 2 semaines. Je suis toujours graphiste à Montréal. Je vis toujours seul avec Simone. Je ne veux toujours pas d'enfant. Tout ça est resté vrai. Mais quelque chose s'est enrichi, quelque chose s'est déposé dans cet espace entre ce que j'étais et ce que je continue d'être. La mélancolie de cette histoire vient peut-être de ceci, que j'aurais voulu que tout ça soit plus simple. Que j'aurais voulu que ma famille soit une de ces familles où les limites se posent naturellement, où les besoins ne passent pas par les larmes téléphoniques et les billets d'avion achetés à l'avance comme argument logistique. Mais la vie réelle est maladroite et indirecte et fatigante, et parfois extraordinairement belle dans ses maladresses, dans ses façons de nous amener là où on ne savait pas qu'on avait besoin d'aller. L'optimisme dans tout ça n'est pas la certitude que les choses seront meilleures. C'est la capacité à trouver, même dans les situations qu'on n'a pas choisies, même dans les 10 heures d'avion pour une babysitter improvisée, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose qui ajoute, quelque chose qui reste. Simone le chat m'avait accueilli comme si je n'étais jamais parti, avec cette indifférence calculée des chats qui cache quelque chose qui ressemble à du soulagement. Mon appartement sentait le renfermer et la plante qu'il fallait rearroser. J'avais ouvert les fenêtres sur le froid de décembre montréalais. Ce froid vif et propre qui est une des choses que j'aime le plus dans cette ville. J'avais allumé la bouilloire. Et j'avais bu mon premier café chaud depuis 2 semaines dans mon fauteuil, avec Simone sur les genoux, les lumières du plateau qui commençaient à s'allumer une par une dans la nuit, qui tombait tôt comme elle tombe en décembre à Montréal, et j'avais pensé à Gabriel et à sa prochaine fois que je viendrai. Et j'avais souri dans mon café chaud. Parce que oui, il y aurait une prochaine fois, et ce serait différent, maintenant. Pas parfait, rien n'est parfait, les familles encore moins que le reste, mais différent. Et parfois différent suffit. Parfois différent est exactement ce qu'on avait besoin que ce soit. Il y a des appels téléphoniques qui changent le cours d'une vie. Parfois parce qu'ils nous emmènent ailleurs, et que cet ailleurs, même épuisant, même maladroit, même pleurant sur des pizzas, a quelque chose à nous montrer qu'on ne savait pas qu'on avait besoin de voir. Ma mère avait pleuré un mardi soir de novembre. J'avais dit oui, et quelque chose s'était ouvert, quelque chose de petit et d'essentiel, qui a la texture d'une main de tout petit sur un bras d'adulte dans un salon de banlieue, quelque chose qui ressemble à de l'appartenance sans que ce soit une prison, quelque chose qui ressemble à de la liberté sans que ce soit de la fuite. Je sais maintenant, avec cette certitude tranquille qui ne crie pas mais qui est là, que je peux être les deux à la fois. La femme de Montréal avec son chat et ses matins silencieux. Et la tante Élodie qui connaît les prises de judo préférées de Gabriel et les faits sur les pieuvres de Lucie et la chaleur du petit corps de Théo qui dort en faisant confiance. Les deux, ensemble, sans que l'une annule l'autre. C'est peut-être ça finalement, ce qu'on appelle grandir, pas choisir entre les versions de soi-même, apprendre à les tenir ensemble.